Nous sommes jeudi 24 janvier 2019. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Dans les collines, le bureau politique du parti Les Républicains sont allés rendre compte aux populations de ce nouveau regroupement politique et de ses fondements. À suivre dans ce journal, les questions foncières et domaniales qui sont bien souvent objets de malentendus et surtout de nombreuses tracasseries. Pour y remédier, une loi de finances 2019 dispose en la matière de nouvelles mesures. Et puis la réduction des cas d'accidents de circulation sur les axes routiers, une priorité pour la direction départementale de la police républicaine du Mono. Elle est descendue dans les rues de Lokossa pour la sensibilisation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec cette audience annoncée à la Cour constitutionnelle qui a pris l'allure d'une séance de travail. Quelques membres de l'opposition politique sont allés rencontrer le président. Leur objectif, s'enquérir des dispositions que prend la Cour dans le cadre de l'organisation des prochaines élections. On fait le compte-rendu avec Jérôme Hongbo. Ils sont une vingtaine de membres représentatifs de l'opposition de la classe politique béninoise. Mu par le souci de transparence, le président de la Cour constitutionnelle a autorisé la presse à couvrir l'intégralité de la séance. Après avoir écouté ses hôtes, Joseph Diogbenou a souligné que la pertinence des préoccupations ne doit aucunement faire perdre de vue que ce sont des recours qui doivent donner lieu à des décisions. Il a par ailleurs rappelé qu'en matière électorale, deux dispositions majeures situent les prérogatives de la Cour constitutionnelle. L'article 81, alinéa 1er, juge de la validité. On va dire la validation a posteriori. C'est de la Cour constitutionnelle qu'on sait que les élections sont valides. Mais l'article 117 de la Constitution, dans l'un de ses points, dispose que la Cour constitutionnelle statue sur la régularité. Mais cette fois-ci, en cas de contestation, vous avez compétit, il y a des contestations tendant à faire croire qu'il y a un souci de régularité. Le juge constitutionnel est appelé au terme de l'article 117 à statuer lorsqu'il y a contestation. Et donc, en l'absence de contestation ou lorsque les contestations sont tranchées, le juge constitutionnel statue sur la validité du scrutin, article 81 alinéa 1. Deux pans de la compétence qui expliquent, poursuivra-t-il les dispositions que la Cour a prises. La première disposition, c'est ce que très tôt nous avons mis en place, à savoir, bien entendu, la transparence du contentieux constitutionnel de manière générale. La deuxième chose, c'est la démarche classique, nécessaire, préventive, de concertation institutionnelle. Évidemment, ces concertations institutionnelles ont commencé. Pour les élections transparentes, bien entendu, il était possible à la juridiction constitutionnelle d'attendre qu'elle soit saisie ou que au moment où elle se prononcera sur la validité, qu'elle se prononce. Mais évidemment, j'avais évoqué tantôt la culture démocratique que nous avons, qui est une culture de démocratie tout aussi participative. Et c'est dans cette démarche institutionnelle que les rencontres avec la juridiction en charge de l'organisation du scrutin, ces rencontres ont commencé. Et ces rencontres vont se poursuivre. Et la troisième, bien entendu, c'est la démarche à l'égard des acteurs politiques. Vous nous donnez cette première occasion, mais nous reviendrons vers vous, bien entendu, de manière élargie. Tous les acteurs politiques par rapport auxquels nous allons nous exprimer ce que, évidemment, nous attendons. Les membres de l'opposition politique ont saisi l'occasion pour énumérer toutes les questions relatives à certaines dispositions de la loi. Le président de la Cour a accepté de recevoir l'opposition dans son entièreté.
parce que justement cette opposition se pose des questions sur le processus électoral. L'opposition fait donc l'essentiel pour assurer la veille, parce que pour nous c'est important. On souhaiterait quand même que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions, qu'après nous ayons tous le sourire. L'interprétation de l'article 242 est une interprétation importante pour l'opposition. C'est vrai que le président demande à l'opposition, aux partis politiques de faire leur propre interprétation. La liste USL est composée de plusieurs partis politiques de l'opposition et donc nous allons défendre la bannière USL et nous sommes totalement ouverts par rapport à ça. Donc rassurez-vous, le principe de l'unité de l'opposition est martelé par l'Union sociale libérale qui représente cette opposition. La ferveur électorale se dessine ainsi et se veut être une occasion de fête de la démocratie béninoise. Et on reste toujours en politique, cette fois-ci avec les Républicains. Eux, ils sont allés à Aklanka, dans le département des Collines. Quelques figures de pros sont allés rendre compte de la création de leur regroupement politique. Ils ont vanté les mérites du cheval blanc. On retrouve Jérôme Moubo pour d'autres détails. 10e circonscription électorale, les membres du bureau politique national du bloc républicain présentent les attributs fondateurs de leur regroupement politique aux populations d'Aklanka dans le département des Collines. Les défis sociaux à relever pour les populations d'ici sont immenses. Mais déjà, l'on est rassuré quant à l'avenir que présente ce bloc. Je vous notifie que c'est un bloc rassuré, un bloc confiant, un bloc d'espoir. J'implore l'indulgence des filles et des fils d'Aklanka afin que massivement nous puissions accompagner les activités du bloc républicain et en l'occurrence les actions du gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon pour l'aboutissement du rayonnement social et économique de toute la population d'Aklanka. Prochaine destination pour le même exercice, la ville de Glazoué. Les divergences politiques d'hier sont cristallisées au profit du rassemblement autour des idéaux communs, ceux défendus par le cheval gagnant. Le groupe défenseur des idéaux du bloc républicain a poursuivi cette opération de reddition de comptes dans les autres localités en préparation à la campagne électorale proprement dite. Et un peu plus loin d'Aklanka, c'est à Tchaoro. Là-bas, on peut désormais s'approvisionner en eau potable après le forage. La phase de pompage, c'est l'accès à l'eau potable pour tous à l'horizon 2021 qui est en marche. Reportage. Placé sous la tutelle de la présidence de la République, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural passe à la vitesse supérieure. Quelques semaines après la remise de sites aux entreprises en charge de l'exécution des travaux, à Kenokpanou, les bénéficiaires jubilent. Avant, on est un peu gêné par rapport à l'affaire de l'eau, mais maintenant, on a eu 2 forages au moins. Toute la population de Kenokpanou est contente. Pour les élus locaux, c'est une première. Il y a de cela 2 mois, on croyait que les gens étaient venus pour poser la pierre. Nous ne croyons pas qu'ils étaient venus pour réaliser en même temps le projet. Donc vraiment, nous sommes très contents dans notre village à Kenokpanou. On ne peut que remercier le gouvernement du président Patrice Talon, vraiment parce que c'est un gouvernement d'action. On remercie les initiateurs de ce projet parce que ce projet, on n'a jamais vu ça chez nous. Et nous sommes heureux. C'est comme un rêve qui a été réalisé. L'initiative émane de l'exécutif à travers un volet phare du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon.
Nous venons de démarrer nos 2 premiers forages qui sont déjà positifs parce que le minimum que nous souhaitons avoir par forage, c'est au moins 5 mètres cubes. Donc on a un forage déjà qui nous donne près de 6 mètres cubes heure et le second nous donne 9 mètres cubes heure qu'on est en train d'équiper présentement. Les besoins ici sont d'environ 36 mètres cubes heure. Et nous avions prévu, après la réalisation de ces forages-là, finaliser les études d'exécution pour le forage de 200 mètres cubes que nous devons réaliser ici. On a une bâche de pompage de 100 mètres cubes et nous avons environ 10 km de conduite à poser pour desservir les différentes localités de Kenoukaon. Le programme phare 43 du gouvernement nous conduit à réaliser un programme d'urgence de 109 adductions d'eau. C'est à travers ce programme-là que nous avons lancé une première tranche de 24 adductions d'eau financées par le budget national pour couvrir un certain nombre de départements dans le Bénin, dont le Borgou. Au total, il est prévu dans le Borgou la réalisation de 7 systèmes d'adduction d'eau potable multivillages. Et on fait un tour à Lokossa dans ce journal où la direction départementale de la police républicaine du Mono participe à la réduction des cas d'accidents de circulation sur les axes routiers. En collaboration avec la préfecture, elle a effectué une descente dans les rues de Lokossa pour sensibiliser les populations. Suivons ensemble le reportage de Ramato Lawani et de Oris Nathalie Olabi. Par cette descente, la police républicaine entend contribuer au respect du code de la route par les usagers. C'est une sensibilisation sur l'observance des couloirs de circulation dont le non-respect constitue plus de 70% des cas d'accidents observés sur nos routes. Les usagers qui sont devant vous roulent dans tous les couloirs et ça empêche les dépassements. Suite à ce constat, vous avez vu les agents de police qui apprennent aux usagers à rouler sur le couloir de droite, ce qui évitera les accidents et nous l'espérons, ça réduira le taux d'accident dans le département du Mono. Pour une réussite de l'opération, la police républicaine est accompagnée par le Centre national de sécurité routière, CNSR. Lorsque vous vous mettez sur la route, sachez que la route tue. Et parce que la route tue, je dois avoir peur donc de la route. Et par conséquent, je dois être prudent, patient et courtois pour que la route ne tue plus au Bénin comme on le constate aujourd'hui. Désormais, nous tous on sait qu'on va rouler. Maintenant, sur le côté droite et non côté gauche. Gauche, c'est le couloir de dépassement. Quand tu viens de dépasser, il faut rabattre rapidement. Voilà, avec CNCR, c'est bon, c'est une bonne chose pour la police républicaine est en train de faire. La phase de sensibilisation va durer 3 mois. Passé ce délai, la répression sera systématique, informe les autorités du département. Et je l'annonçais en début de ce journal, ceux qui en font l'expérience peuvent le témoigner. Acquérir une parcelle n'est pas chose aisée. Les questions foncières et domaniales sont bien souvent objets de malentendus et surtout de nombreuses tracasseries. Pour y remédier, la loi de finances 2019 dispose en la matière de nouvelles mesures. Reportage. Acquérir ou vendre une parcelle au Bénin est désormais simplifié et harmonisé. C'est la substance de la loi de finances 2019 relative à la délivrance des actes fonciers et à la formalisation des transactions financières. La dite loi vise à assurer l'accès à un foncier sécurisé et à revoir à la baisse les coûts pour permettre à tout citoyen béninois de bénéficier des prestations. Elle est ici portée à la connaissance des maires et élus locaux pour une meilleure appropriation. C'est vous les acteurs au niveau des différentes communes, c'est vous qui êtes à l'opérationnel. Il faut donc qu'on échange, qu'on s'explique également par rapport à ces orientations, à ces dispositions et qu'on essaie donc de s'expliquer aussi par rapport à ce qui est attendu des autres. Au titre des actes de présomption de propriété, le maire peut délivrer l'attestation de recasement et l'attestation de détention coutumière. Les frais de lotissement s'élèvent à 100 000 francs et l'attestation de recasement est établie à 20 000 francs CFA. Désormais, plus aucun maire ne doit affirmer une convention non enregistrée et les actes de donation doivent être affirmés par un notaire. Autant de précisions qui, pour les maires, viennent à propos. Cette formation, s'il faut la situer dans son contexte,
Je crois qu'elle est plus que nécessaire. Ça a été une véritable séance de mise à niveau des élus que nous sommes, parce que nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas encore en phase avec la pratique qui doit être de mise en matière de gestion foncière dans nos localités respectives. Les frais d'affirmation des conventions de vente qui s'élevaient à 4, 10, voire 14% de prix d'achat de la parcelle selon la commune sont désormais fixés à 1%. Ça veut dire que quand j'arrive maintenant dans une mairie et que je veux faire affirmer une convention, quand je paye 1% du prix d'acquisition, je n'ai plus rien d'autre à payer, ni pour timbre, ni pour les imprimer. C'est des frais vraiment uniques et c'est ce qui fait l'objet de notre tournée de sensibilisation des acteurs locaux pour appeler leur attention sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions, ces dispositions donc prévues par la loi des finances 2019. Et c'est aussi le moment d'attirer l'attention du public, des usagers, de la population de manière générale, à comprendre que c'est ainsi dorénavant et donc à veiller à ce que ce soit appliqué partout sur le territoire national. Et c'est à juste titre que cette formation qui tient lieu de tournée est prévue pour avoir lieu dans tous les départements du Bénin. Il est l'une des organisations qui travaille à la promotion des filières agricoles et de la surveillance des politiques d'agriculture durable. Elle a été créée en 1992 et depuis, sur le terrain, ses actions ont des impacts considérables. Le nom de cette organisation, c'est le Réseau de développement d'agriculture durable. Cette année, la plateforme a 27 ans. L'anniversaire a été célébré à Cotonou. Blaise Adampo. Expression de 27 années d'existence, cette coupure de gâteau célèbre le REDAD, entendez, Réseau national de développement de l'agriculture durable. Ce soir, nous célébrons les pères fondateurs et visionnaires qui ont su très tôt œuvrer pour positionner le REDAD comme un réseau fort dans le plaidoyer, la formation et le lobbying pour une agriculture durable. Nous célébrons également tous ceux qui ont joué un rôle clé dans la vie de l'organisation en tant que cadres, stagiaires, personnes ressources, consultants et sans oublier les partenaires techniques et financiers. Depuis 1992, tout ce beau monde a travaillé dans la ligne droite de la vision du REDAD, celle de promouvoir une agriculture durable. Le parcours a été jalonné de difficultés, de péripéties, mais surtout de succès qui font aujourd'hui de notre réseau une organisation de qualité à la confiance de ses partenaires pour offrir au monde paysan le savoir-faire et les outils pour promouvoir une agriculture durable et inclusive. Le REDAD dispose aujourd'hui d'un pôle de compétences qui se déploie déjà sur les chantiers ouverts par le gouvernement. À titre d'exemple, plus de 80% des experts ayant accompagné l'élaboration des programmes nationaux de développement des filières agricoles phares du PAG agricole sont membres du REDAD. L'organisation compte relever le défi de la prospérité et construire un monde meilleur, soutenu par une agriculture garante des intérêts des petits producteurs. Au REDAD, nous considérons que la promotion de l'agriculture familiale est la voie idéale pour assurer une croissance agricole inclusive. La célébration des 27 ans, c'est aussi un instant de récompense. Anciens coordonnateurs, présidents et partenaires techniques et financiers sont repartis avec un cadeau symbolique. Autre volet de l'actualité à présent avec ce renouvellement d'accord de siège entre l'ONG Comité Tiers-Monde et le gouvernement béninois. Cette ONG œuvre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté à travers la mise à disposition des couches vulnérables des outils essentiels pouvant les sortir de la précarité. C'est du moins ce que nous dit Gilles Dansou dans ce reportage. L'ONG Comité Tiers-Monde Issini Carenta œuvre au Bénin dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, de l'approvisionnement en eau potable et en milieu sanitaire. Ces actions sont véritablement axées vers les populations les plus démunies. Nous avons des interventions au niveau des centres de santé orthopédiques de l'Okosa, des orphelinats tels que l'orphelinat Bethel House de Comé, le Saint-Salomon de Clécamé et j'en passe.
L'ONG aussi est allée aussi dans l'assistance vers les maternités, les léproseries et surtout dans l'hydraulique où des forages de puits ont été réalisés, beaucoup dans le département de Koufo. Toutes les activités de cette ONG sont financées en grande partie par des activités lucratives locales, organisation de loto, vente d'objets d'art africains, des subventions communales, des parrainages, des dons de particuliers et de la participation financière de certains de nos partenaires béninois aux frais d'envoi semestriel du conteneur. Le gouvernement béninois, en procédant à ce renouvellement, donne la preuve de son accompagnement aux actions qui vont dans le sens du bien-être des populations. Vos actions sont donc en parfaite adéquation avec le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, notamment en son pilier 3 et son axe stratégique 6 intitulé « Renforcement des services sociaux de base et protection sociale ». Le renouvellement de l'accord de siège entre le Bénin et votre ONG est donc l'expression de la reconnaissance par les autorités béninoises des efforts louables de votre ONG aux côtés du gouvernement pour promouvoir les conditions de vie des populations et leur. L'ONG gagne ainsi à nouveau la confiance du gouvernement béninois. L'auditorium de l'ex-centre culturel français, actuel Institut français de Cotonou, a servi de théâtre du lancement officiel d'un recueil de poèmes. Fragile, c'est le titre. Meshak Adjao en est l'auteur. Patrick Djossou et Amitié Sabidi pour plus de précision. Abasamime, épiderme satiné. Un morceau du tout-puissant Polyrythmo, joué perfecto à la flûte avec maestria, devant la vedette Nell Oliver et son épouse. C'est signé Maestro Adjao Kofi Meshak pour une poésie de développement et d'engagement en vrac. Ma poésie s'engage à développer l'homme. Donc c'est à la fois de l'engagement et du développement, mais de l'engagement à développer l'homme dans son intégralité et dans son intégrité. Nous voulons apprendre aux gens qui nous lisent et qui nous croisent à regarder la vie autrement. Fragilité et agilité, quand son premier recueil de poèmes s'intitule Éclat de verre et son deuxième a pour subtil titre Fragile, tel de l'argile agilement jetée dans un lac. Ce poète, il nous fait passer par tous les états de la matière jusqu'à ce que on se retrouve face à nous-mêmes. De cette solitude, on finit par retrouver sa vraie personnalité et son vrai calme. Voilà autant d'émotions que j'ai traversées, comme si je suivais ce poète que je connais et dont je respecte le travail, comme si je l'ai suivi pas à pas dans son processus de recréation de sa langue. Linguiste didacticien de formation académique, artiste musicien de vocation charismatique, cet écrivain-poète a commis ce deuxième ouvrage de 30 poèmes où les mots s'interrogent et se répondent du tac au tac. Meshak vous amène dans des homophonies où vous vous perdez un peu dans le sens avec cette verve, avec ce goût du calembour qui fait les grands auteurs. Être en feu, sans toi, transfuser l'oubli. Ce sont les 3 parties de ce livre de 145 pages où les phrases jaillissent telles les gouttelettes d'une flaque. Puis Éclat de verre, j'écris des textes qui se donnent à lire, mais qui se donnent aussi à écouter avec de la musique. La musique garantit la survie de la poésie au-delà du livre. Quand les vers poétiques allient bien rime, rythme et notes sonnantes, d'assonance et d'allitération, on pourrait rechercher et retrouver cette œuvre poético-musicale aussi bien dans les bibliothèques et librairies que dans les discothèques et bacs. Du sport pour finir ce journal, les Buffles du Borgou confortent leur place de leader et dans le même temps, Esaü FC sort de la zone rouge. C'est la conséquence du nul enregistré entre les deux équipes qui se sont croisées à l'occasion de la 12e journée de la Vital Ligue 1. On fait le point avec Patrick Ayadji.
À défaut des buts, le regard du public sportif de René Pleven s'égare sur la pelouse, tels les yeux égarés de Hélène Ségara dans un feu d'artifice. Dans un duel déséquilibré sur papier, ce sont les visiteurs, les Buffles du Borgo-en-Vert, actuel leader de la Vitalo Ligue 1, qui annoncent la couleur. Première minute de jeu, Lazadi Fousseni sollicite Marcel Dandinou en décochant une frappe limpide en diagonale. Vraiment, la toute première chaude alerte dans le camp de Esaü. À 2 minutes du quart d'heure, Esaü FC en bleu sonne la réplique. Hamzat Ibrahim reprend mal l'excellent centre de Eric Sewa. Derrière les cages. Le match s'emballe, les rapports de force s'équilibrent avant la pause. En témoignent ces bolides. Flottante qui a failli tromper Marcel Dandinou. C'est vraiment un match tendu entre les deux équipes. Nous allons continuer à travailler avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de détermination pour revenir dans le jeu. Esaü, ce n'est pas une petite équipe, c'est une équipe qui joue vif, ils sont rapides. Donc nous avons observé leur système et je crois qu'en deuxième partie, vous allez voir la différence. De retour des vestiaires, les Buffles plus requinqués prennent le match à leur aise, mais la défense des locaux plie sans jamais rompre en dépit du rouge écopé par Meroïdo. Qu'on qualifie de faute bête. Le duel Bruno Goudjo, Richard Biot, deux techniciens fougueux, a failli tourner à l'avantage du dernier lorsque Charbel Gomez a tenté ce geste difficile. Vous allez constater qu'il y a un changement. Les Esaü que vous avez vu en début de saison, ce n'est pas la même équipe. Là, ça joue. Et vous allez demander les Buffles à quelle opposition ils ont eu à faire ce soir. Ça veut dire que ça a commencé par prendre la mayonnaise déjà. Je suis un peu déçu. Match nul vaut mieux qu'une défaite. Ça arrive parce que depuis que le championnat a commencé, c'est le premier match que j'ai vu que Sandra crée un peu de soucis. Nous, on va continuer à travailler et s'y mettre et voir ce qu'on peut corriger dans les jours à venir. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs.